Bon, merci beaucoup de m'offrir un peu cette occasion de partager des travaux que j'ai eu l'occasion de faire il y a quelques temps et d'autres beaucoup plus récents et qui sont même en cours. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir revisiter un projet qui s'est déroulé en entreprise pendant plusieurs années et qui m'a passionnée. Et quand on travaille justement sur ces relations travail et formation, avec Annelise et Olivia, on a reparlé un peu des émotions et puis du corps, mais aussi donc l'analyste, il fait corps avec son terrain et surtout avec les personnes qui le composent et qui nous accueillent. Qui nous font confiance sur le traitement de ces données, ce que l'on va en faire. Je crois que c'est vraiment pas inutile de le rappeler, que c'est un préalable de nouer cette relation de confiance et qui se passe dans l'authenticité de la rencontre. Voilà. Et en amont, bien évidemment, on retiendra aussi donc, de la conclusion précédente qu'il y a la confiance aussi de la direction, puisqu'on ne sortira jamais du fait que former, c'est quand même un investissement aussi pour une entreprise. Et c'est bien que ce soit moi finalement qui le rappelle, parce qu'en fait, j'ai deux vies. J'ai une vie où j'essaye de tenir un lien de proximité avec la recherche, parce que c'est elle qui a construit ma professionnalité, on va dire, et qui me permet justement aussi d'apporter de la rigueur méthodologique dans mes interventions. Et donc j'ai eu un boulot aussi donc de consultant où donc j'ai créé des sociétés pour pouvoir faire de la didactique professionnelle et travailler en lien avec des questions très opérationnelles d'entreprise. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir travailler dans des entreprises différentes, quoi. Voilà. Et j'ai été formée donc, dans le cadre de ma thèse avec Pierre Pastré. On a rappelé son positionnement justement pour faire naître la didactique professionnelle et cette formation dans cet écosystème des premiers et des fondateurs de la didactique professionnelle. C'est aussi un réseau de personnes très humaines qui sont centrées aussi sur la valeur de l'activité et de l'investissement des hommes dans leur travail. Et voilà. Donc cette prise de parole, c'est aussi l'occasion de remercier des personnes qui m'accompagnent depuis longtemps sur ce chemin. Paul à la naissance, hein. C'est la naissance, hein. Et puis Christine qui a toujours été là pour aussi mes questions et qui aujourd'hui d'ailleurs me fait l'honneur donc d'encadrer un stagiaire pour pouvoir approfondir et bien utiliser donc les outils et les méthodologies donc développées sur les systèmes d'instruments développés avec Pierre Rabardel et Gaëtan Bourmeau que vous avez écouté hier. Voilà. Et puis bien sûr la sympathie d'Annelise, c'est toujours agréable. Aujourd'hui, donc, je travaille dans un laboratoire de recherche depuis 2 ans, au sein donc, du laboratoire qui s'appelle le LINEACT et qui est un laboratoire qui est au sein du groupe CESI. Le groupe CESI, c'est plusieurs écoles, dont une école d'ingénieurs. Et j'y suis donc en tant que chercheur en sciences de l'éducation. Et j'interviens aussi donc, sur le montage de projets de recherche donc avec d'autres laboratoires qui ont toujours pour lien donc de favoriser des développements de compétences ou de montage de dispositifs avec des ressources pour la formation, répondant bien sûr à des évolutions du travail et notamment touchées par le numérique avec 2 gros applicatifs. Un applicatif qui est sur industrie du futur. Mon domaine mes expériences sont très marquées par l'industrie. Et également donc bâtiment du futur, ville du futur. Donc évidemment, c'est la traversée de toutes les activités
par le numérique, mais aussi toute la problématique sociétale qui est autour de cela. Et si à une certaine époque, on disait que le numérique n'allait pas changer les activités, aujourd'hui, on est bien loin de tout ça. Et ce sont bien évidemment des activités qui sont changées et pour lesquelles les opérationnels se documentent et essayent justement d'aménager leur conceptualisation pour faire face aux situations. Donc, j'essaye d'intervenir sur ces problématiques-là. Donc, ce qui va porter mon propos, c'est la conception et le développement d'instruments pour articuler la formation et le travail. Donc, j'interviens à peu près à point nommé, puisqu'on a quand même beaucoup dit à propos de l'activité. On a aussi fait un beau tour autour de qu'est-ce qu'était la situation. Et bien, par rapport à ce qu'a dit Paul, je vais m'occuper de situations potentielles de développement qui sont qu'on peut lire, qu'on peut observer en situation de travail pour les amener dans le champ de la formation et regarder comment dans la formation on peut traiter d'une autre façon les problèmes du travail pour qu'ensuite ils aient aussi pour accompagner le transfert de construction de compétences en situation de travail. Voilà. Et donc cette articulation, pour moi, c'est ce qu'apporte l'instrument. Alors, avant qu'il soit un instrument, on peut parler d'outils, d'équipements, d'artefacts. Mais vu que là, on est sur des phases de co-conception, eh bien, on est directement sur des instruments, puisque ce sont des outils qui sont construits à la main de ceux qui vont les utiliser, tant les formateurs que les opérationnels. Donc, ce qu'apporte cet instrument, qui va être, donc vous allez voir dans un premier temps un simulateur, et puis je vous annoncerai le reste après. Donc, cet instrument, c'est pour relier donc, la formation au contenu du travail et à l'exercice du métier. Et on est bien dans cette tension-là et cette recherche d'équilibre-là. Alors, cet instrument, il faut qu'il soit effectivement essentiel pour former les élèves et des professionnels compétents. À 3 points, maîtriser un ensemble de situations professionnelles pour assurer qu'il y ait justement un transfert facilité, réaliser un travail qui a du sens pour eux et prendre conscience de leur rôle au travail ou dans la situation. Du coup, se pose clairement la question de quelle situation significative. Quelle situation significative dans certaines activités, et en fait aujourd'hui, elles sont toutes instrumentées. Il n'existe pas de situation de travail non instrumentée. Donc l'instrument du travail que l'on amène en formation pour le questionner autrement, c'est bien celui qui relie l'activité de production et l'activité de construction de la compétence. Et on va jouer un peu sur cette approche pour dire qu'on peut tenir une activité de production et de construction en formation et de production et de construction en entreprise. Donc, une fois qu'on a une relation de confiance, hein, c'était le départ, on va aller et on va plonger dans la tâche. Alors pour moi, la tâche, elle est hyper importante parce que le travail est éminemment collectif. Si le collectif n'est pas à proximité de soi, on travaille avec les autres. Et ne pas partager un but, c'est baisser sa performance, c'est être mal à l'aise, c'est douter, c'est se poser plein de problèmes. Donc c'est hyper important de savoir quel est le but commun. Et ce n'est pas celui qui est défini par la hiérarchie, ce n'est pas celui qui est fait par les organisateurs du travail, ce n'est pas celui qui est découpé en processus. C'est vraiment la tâche reconstruite avec ceux qui font. C'est-à-dire, quel est le but de votre travail ? Quel est votre rôle ? Quelle matière vous travaillez ?
et pourquoi, et dans quel contexte. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le résultat? Et comme ça, on en arrive à une tâche où on a un objectif et puis aussi des contraintes dont on doit tenir compte. Et là, on arrive à quelque chose qui fait consensus. Parfois, il y a aussi une notion aussi temporelle que l'on introduit dans la tâche, qui fait partie du contexte et qui impose une définition Par rapport à ces buts, eh bien, on va s'occuper effectivement donc de l'activité. Cette activité, vous avez, donc, je vais avoir une approche quand même assez didactique, parce que lorsqu'une entreprise elle demande une analyse de l'activité, c'est qu'elle ne sait pas ce qui s'y passe. Et c'est qu'en général, elle a déjà testé pas mal de méthodes de management, notamment des modifications technologiques et parfois même de R&D, parce qu'elle a cherché à mettre en place des automatisations, par exemple. Et puis, on se dit, mais mince, en fait, il y a encore autre chose et ça bloque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où nous, il ne s'agit pas, il est question de qu'est-ce qui est entre les mains, donc justement de ces professionnels-là. C'est pour ça que je dis qu'on va rechercher des situations dont la solution dépend strictement du raisonnement du professionnel. Voilà. Donc il ne fait pas appel à quelqu'un d'autre, il travaille avec ses collègues et c'est lui qui diagnostique, c'est lui qui prend une décision, c'est lui qui évalue, c'est lui qui contrôle, c'est lui. Et c'est lui qui en général est interrogé s'il y a eu un incident. Voilà. Et avec ces professionnels, quand on fait un peu cette sélection, on va être aussi guidé par un autre élément. C'est là où il existe des doutes chez le professionnel. Et c'est là qu'on commence à repérer des situations potentielles de développement en situation de travail. C'est qu'en fait, le professionnel de lui-même, il va dire bah, je fais comme ceci, je fais comme cela, j'ai vu que... Mais je ne sais pas si c'est la bonne solution. D'ailleurs, d'autres feront autrement. Ou certains, ils font autrement et ça marche. Ou c'est mieux. Voilà. Et donc, il y a des émotions, des doutes, des incertitudes. Et là, on peut commencer à se dire que ça va être important de noter ces situations problématiques pour eux, parce qu'ils sont aussi un gisement pour nous, pour atteindre ces doutes. Alors, on les traitera différemment, parce que là, on va avoir besoin de valideurs, hein, de gens qui puissent porter un regard de validation. Mais par rapport à cette relation de confiance aussi avec les professionnels qui conduisent leur activité et que l'on interroge ou que l'on observe, ça va être aussi une relation de confiance que l'on va pouvoir aussi travailler avec eux, c'est-à-dire par mon intermédiaire, vous allez avoir des réponses à vos questions. Et ça va aussi leur amener une relation dans la construction du dispositif de formation où ils s'impliquent, où ils construisent et où eux-mêmes ils apprennent. Et donc ils renforcent leur expertise par la réflexivité posée sur des problèmes qu'ils ont eux à cet instant-là. Donc c'est quelque chose auquel moi j'ai toujours fait attention, et pour qu'on soit toujours dans un rapport justement gagnant-gagnant en fait, et de confiance. Alors quand on regarde ces situations problèmes ayant à la main donc strictement ou dépendant strictement des opérationnels, mon expérience, j'ai conduit des analyses sur des différents postes. En général, ces situations-là, elles n'excèdent jamais 10. Ce sont des solutions ce sont des situations qui n'ont pas de solution a priori. Donc tout dépend de justement
comment on perçoit un environnement, une situation, pour déterminer quel est le problème. Et l'action va dépendre, la décision en tout cas, dépendra de comment on a perçu cet environnement. Et cet environnement, justement, quand j'ai eu des demandes d'action ou d'intervention, c'est que justement, c'est cet environnement-là qui était incertain, mouvant, pas prescriptible, pas codifiable, pas fiabilisable non plus par des modèles scientifiques, par des modèles techniques, par des procédures, par des meilleures organisations. Voilà. Et donc, pour ces raisonnements, on va essayer d'aller regarder du côté de ceux qui savent mieux que les autres et de se dire qu'être compétent, c'est faire mieux qu'un autre. Et donc, on va essayer de regarder aussi simplement dit que cela, dans le travail, dans l'activité, c'est perçu et c'est interprété. Et je pense qu'il faut vraiment garder... que les professionnels, justement, ils s'approprient juste qu'est-ce que nous, on cherche. Et après, eux, ils font leur appropriation et ils savent discriminer un peu les très bons, les moins bons, ceux qui sont en cours. Voilà, donc moi, je ne travaille pas avec des batteries de tests ou la hiérarchie. Non, pas du tout. C'est avec ceux qui font. On travaille sur des propositions de personnes. Et ensuite, par contre, je demande l'accord, on demande des accords pour libérer les personnes, les détacher ou demander si effectivement elles peuvent participer. Mais pour moi, c'est un autre élément qui est important dans l'analyse d'activité, c'est de vraiment travailler avec ceux qui font. Alors, travailler, faire de l'analyse de l'activité et relier le travail et la formation pour identifier donc des outils qui vont relier le travail et la formation pour pouvoir travailler justement des postures donc pour faire, puis étudier le faire en situation de travail, donc des résolutions de problèmes, débriefer et ensuite travailler sur des apports de connaissances, des choses comme ça. Donc c'est moins le propos, mais c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de construire un objectif d'apprentissage. Si les micros qui soient mis dans un contexte et dans un contexte conceptuel. Un métier, c'est maîtriser des situations. Si je sais maîtriser une micro-situation et que je ne sais pas la prendre dans un tout, je ne suis pas compétent, je doute, je suis incertain, je ne sais pas anticiper les problèmes, etc. Donc il s'agit de modéliser le réel avec ceux qui savent pour faire surgir justement cette conceptualisation par des experts, la confrontation avec des moins expérimentés est assez essentielle, mais également d'être guidé par des méthodes. Alors moi j'ai une analyse de raisonnement, c'était l'analyse de raisonnement de la conduite, la conduite de situation, je crois que ça s'appelle comme ça, donc qui est formalisée par Vergniaud et que j'utilise donc pour rechercher des indicateurs et des actionneurs, parce que c'est ça que l'on va mettre dans notre instrument. Ça va être qu'est-ce que les professionnels utilisent pour diagnostiquer des situations problèmes, pourquoi et comment ils interprètent, comment ils prennent et pourquoi ils prennent telle et telle décision, comment après ils agissent et comment ils contrôlent le résultat de l'action. Est-ce que c'est celui qu'ils attendaient ou est-ce qu'ils vont à nouveau agir pour corriger ce qu'ils ont fait. Donc la recherche d'identification d'actionneurs et d'indicateurs. Et ensuite, concomitamment, repérer les comment, mais aussi les pourquoi,
Et là, on peut voir apparaître justement des croyances, des mythes sur les phénomènes physiques, si on est dans un domaine commercial, par exemple aussi, sur les comportements de consommateurs. Et tout. Donc, dans tout milieu, chez tout professionnel, selon les mondes, il y a des mythes par rapport au comportement de son objet. C'est ça que aussi on consigne, parce que c'est intéressant d'après aller le faire un peu, de le confronter à des personnes qui travaillent ces sujets pour dans le groupe avec lequel on construit ces objectifs de formation et cette modélisation du réel, discuter justement, c'est pas la vérité, mais en fait de pouvoir voir comment les concepts pragmatiques résistent à ceux plus scientifiques, et ensuite pouvoir les incorporer et les introduire dans la formation pour penser le développement des professionnels. Donc dans le dispositif, l'artefact il va servir à apporter en situation de formation le problème cognitif du travail, c'est-à-dire la difficulté cognitive pour diagnostiquer, pour prendre une décision, pour agir. Et donc, on a besoin de montrer un problème et d'apporter sa complexité. Et c'est ce qui a donné lieu. Donc, j'ai participé à des conceptions donc, de simulateurs donc, dans la sidérurgie. Notamment dans le laminage à chaud, évidemment industriel. Alors pas loin, à côté de Nantes, là, il y a un site, alors c'est pas du laminage à chaud, c'est du laminage à froid. Pour ceux qui connaissent, c'est le même groupe, hein, c'est le groupe ArcelorMittal. Mais moi j'ai travaillé dans le chaud. Et tout à l'heure, on parlait des émotions de l'analyste. Quand on travaille pour le laminage à chaud, ce n'est pas les mêmes impressions que pour le laminage à froid. Du tout. Et le laminage à chaud, eh bien, on en prend plein les yeux. C'est rouge, c'est beau. On a envie vraiment de savoir comment, d'une matière grande comme ça, on en fait un truc de quelques millimètres. Donc de brames, des grands rectangles, et on en fait des bobines hyper fines qui vont ressembler à de quelques millimètres, avec des machines énormes. Et donc il y a de l'eau, il y a de la fumée, il y a de la lumière, il y a tout ça, et ça fait un bruit pas possible, mais avec une superbe cadence. C'est presque de la techno. C'est magnifique, quoi. Et donc, on est dans un cas d'instruments conçus pour former, dans un contexte où on a besoin d'améliorer justement les actions de formation. L'autre cas qui va me permettre aussi de traiter le développement et la conception d'instruments pour relier le travail et la formation, c'est une autre démarche qui est en cours, mais que j'ai souhaité quand même vous présenter un petit peu. C'est parce que ça permet de montrer que l'analyse de l'activité, c'est pas que analyser le travail en vue de la formation, c'est aussi, et donc voir émerger une nécessité de construire un instrument pour relier et apporter le problème dans la situation de travail, donc et relier les questions, pour amener donc des raisonnements opérés en conduite d'action en milieu de travail dans la formation, et justement pouvoir prendre le temps de réinterroger, donc de découper une temporalité, une complexité, des raisonnements, etc. Mais aussi, en fait, cette analyse d'activité, elle permet aussi de voir un outil qui a un
un intérêt, une utilisation en entreprise et en école, et qui en fait n'est pas utilisé pour faire développer des compétences. En tout cas, pas de manière, pas dans le cadre d'un dispositif, c'est-à-dire où il y a une ingénierie qui permet que ce soit des moyens pédagogiques utilisés. Ah oui, ah, vous êtes précautionneux. Merci beaucoup. Et donc, c'est le cas d'un artefact qui est utilisé par des élèves, qui est utilisé par quelques professionnels et qui viennent à l'école, qui font dans cet espace qui s'appelle un Fab Lab, c'est un espace de prototypage, et qui ensuite, hop, ils partent et ils ont fait, et là, ils ont, eux, une valeur ajoutée dans leur entreprise ou dans une activité qu'ils vont avoir en dehors. Et il se trouve que dans les compétences recherchées, aujourd'hui, et notamment avec le numérique, il y a tout ce qui va concerner le prototypage qui émerge. Donc depuis 2 ans, on voit dans les offres d'emploi pour les ingénieurs, justement, des activités autour du savoir-faire, le prototypage. Mais en fait, derrière le prototypage, c'est savoir réaliser un projet avec des outils qui sont aujourd'hui dans des Fab Labs. Voilà. Et donc, on va s'en occuper d'une autre façon. On va faire une analyse d'activité d'une autre façon pour aller rechercher un peu ces raisonnements, mais on va aller chercher autre chose. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler juste après vous avoir parlé de mon simulateur. Ah ben non, parce que... Non, j'ai crawlé. Ouais. Ah! Voilà. Alors, donc simuler le laminage à chaud. Alors, quand on a ce type de commande, c'est assez simple. Hein. En fait, quand on intervient, c'est une situation un peu de danger, c'est-à-dire... dans les 2 ans qui arrivent, plus de 3/4 de la population va changer, l'entreprise perd ses savoir-faire, en plus personne s'y est intéressé, le transfert il était totalement oral, il était fait entre les équipes et tout ça se passait entre eux. Et l'activité allait bien. Sauf que voilà, c'est une situation d'urgence hein, quand on s'y intéresse en général, enfin quand on nous appelle. Et donc là, on découvre effectivement qu'il n'y a pas de savoir formalisé, que les seules formations qui existent, elles sont totalement descendantes et que les opérationnels, ils disent oh, là, de toute façon, c'est des gens du process qui nous racontent, enfin qui nous parlent de comment le produit il s'étire, il est écrabouillé, etc. Mais on ne nous parle pas de notre métier, c'est-à-dire de comment on conduit un laminoir. Et pire que ça, en fait, c'est comment on conduit la réduction de cette matière qui va avoir des variations selon qu'on met beaucoup d'eau, beaucoup d'accélération, etc. Et c'est là où ça commence. Et puis on commence à s'apercevoir que les experts, ils prennent des indications qui sont hyper visuelles, où ils vont questionner l'équipe d'avant. Donc évidemment, hein, tout ça, c'est pas du tout marqué, c'est pas du tout écrit dans le pupitre. Donc on observe, on est là, mais on voit juste que des personnes ne se parlent pas. Qu'elles regardent une installation qui, comme je vous le disais, hein, ça fume, il y a de l'eau, il y a de la lumière, mais on ne voit même plus le produit. Sauf que les lamineurs, eux, ils le voient encore. Et ils prennent juste quelques petites indications et hop, ils avancent. Et surtout, quand le produit passe devant eux, en fait, ils sont déjà sur la bande, sur le produit d'après. Donc en fait, ce qui se déroule là, c'est le résultat d'une configuration d'installation
qu'ils ont faites. Sinon, il y aurait boum, tac, fini. Et là, 2 jours d'arrêt. Perte d'argent, casse, voilà. Et donc, s'il y a la recherche, voilà, pas de ce grand boom, le produit qui casse, parce que vous l'avez compris, là on entre dans une situation où les opérateurs, ils n'ont plus la main. Ce qui nous intéresse, c'est comment il y a eu des situations qui ont fait que, hop, le produit a dansé, mais hop, ça a été maîtrisé. Ça, ouais, ça c'est une bonne situation pour nous. C'est aussi regarder où ils prennent les informations, et puis on va entendre quelqu'un qui dit attention, changement de spécification. Pas plus. Et nous, on va noter ça dans notre petit carnet, et puis on va revenir dessus. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu, c'était un besoin pour cette équipe, et il y a une interprétation de la part de cet expert, etc. Après, se posera la question de est-ce qu'on garde cette situation problème ou pas pour la formation, ou pour amener ce problème en formation, quelle autre situation il faut y accrocher, enfin, il faut lier pour qu'il y ait une production didactique par rapport au niveau du public que l'on a en formation. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces informations-là, il faut les amener en même temps qu'il y ait une visualisation du problème du travail, c'est-à-dire des positionnements d'indicateurs à certaines valeurs, des actionneurs qui sont là ou défaillants, mais qui correspondent en fait à la configuration de la situation. Parce que donc il y a une faible prescription du travail, ils sont vraiment seuls, et on est sur donc la culture orale, je l'ai déjà dit. Par rapport à l'analyse de l'activité et l'implication de concevoir un artefact qui va être de la simulation, déjà il faut savoir justifier pourquoi. Donc il faut avoir quand même une démarche assez rigoureuse et de justification pourquoi cette pédagogie implique, et sera efficace pour améliorer les résultats du travail. Pourquoi cet outil et comment il va être conçu et réalisé, et il va être utile pour la formation. Et l'entreprise aujourd'hui, je ne sais pas dans quels univers vous évoluez, mais aujourd'hui, les dispositifs souvent sont déjà pensés comme mutualisés, ou donc pensés en briques, des trucs comme ça. Mais les artefacts, les outils, il faut les penser mutualisables, donc qui peuvent servir à plusieurs endroits du métier. Donc pour moi, c'était vraiment bien, parce que faire l'analyse de l'activité à un niveau conceptuel, c'est vraiment aller aussi faire éprouver cette structure conceptuelle de situation dans d'autres laminoirs pour valider que cet objectif d'apprentissage est bien celui du laminage à chaud. Et du coup, que le simulateur qui l'accompagne est au bon niveau, parce que donc, dans les laminoirs, il y en a qui laminent de droite à gauche, d'autres de gauche à droite. Il y a des laminoirs 7 cages, d'autres 4 cages. Sauf qu'il y a des laminoirs semi-automatisés, d'autres donc semi-automatisés derrière, c'est très faiblement automatisé ou beaucoup automatisé, et avec des équipes de 4 opérateurs ou de 2 opérateurs, ou 1 plus 1 à distance. Donc vous voyez, c'est des configurations très, très différentes, mais quand on va se situer à rechercher les objectifs d'apprentissage au niveau de la structure conceptuelle de la situation construite à partir d'une tâche effective de laminage à chaud, sur des situations où les opérationnels ont la main et uniquement, eh bien on est bien sur l'activité de l'opérateur, celui qui va transformer, accompagner une installation pour produire des bobines des bobines, c'est ça.
Donc, cette structure conceptuelle de la situation, la voici. Donc, on a travaillé des... Voilà, là, vous avez les petites situations qui ont permis d'amener les grands concepts et donc de travailler des classes. Et après, le projet de formation, il est partagé avec une direction, partageable, pardon, avec une direction, avec des personnes des services de R&D, avec des managers, avec des opérateurs. Et on dit, voilà, aujourd'hui, notre qualité, elle se dégrade. On est en train de perdre des compétences où on a besoin de retravailler des fondamentaux. Il faut qu'on aille refaire de la simulation et retester nos modèles, donc les modèles de raisonnement des opérateurs sur ces situations-là. Et les formateurs, ils vont travailler justement à créer des situations, des petits cas d'abord pour isoler et travailler aussi donc les problèmes du travail dans leur complexité. Bon, je le dis un peu vite, donc ce sera plutôt à la fin, si ça vous intéresse, qu'on pourra... Mais ce dont on parle là, c'est aussi la force des schémas et des modèles, c'est que tout point de vue d'acteurs sur un même sujet peut être interprété et donc partagé ou être partageable, parce qu'évidemment tous les lamineurs ils comprennent ça, tous les scientifiques ils comprennent cela, sauf qu'ils ne posent pas les mêmes choses. Toutes les personnes de la R&D, elles savent exactement comment sont les modèles physiques et les modèles physiques de comment se fait la détérioration de la symétrie de la bande, sous quels effets, etc. Mais elles ne savent pas conduire un train. Les opérationnels, eux, ils savent conduire le train, et puis ils s'imaginent un peu comment se fait la déformation du produit. Alors ils vont anticiper un mouvement de la bande d'un côté, mais ils vont se dire, tiens, j'ai un mouvement comme ça, ah, c'est peut-être parce que j'ai trop serré de ce côté, ou pas. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Alors, puisqu'on est sur le lien entre travail et former, les conditions pour pouvoir travailler les problèmes, pour pouvoir faire traiter les problèmes du travail en formation, c'était que le problème il soit reconnaissable et surtout que ceux qui sont en formation ne soient pas perturbés par ce qui se passe dans le travail. Donc déjà, ils avaient l'obligation de venir en dehors, en tenue de ville, et pas en bleu ou voilà. Et on a comme donc l'installation elle fait du bruit et le bruit est un indicateur pour l'opérateur. Donc en fait il fallait aussi l'isoler et l'éloigner de cela parce que sinon il était encore en train de conduire son train quand il était en formation. Donc on a aménagé des Algeco sur un parking pour pouvoir installer nos simulateurs et la salle de formation à côté, pour l'éloigner de tout ça. Donc toute la conception, vous avez compris, elle s'est faite avec des professionnels donc qui ont complètement accompagné la construction des objectifs d'apprentissage, des outils, des situations. Et mon rôle a été plutôt d'apporter la méthode sur comment on en arrive à une structure conceptuelle de situation et puis ensuite comment on va faire dérouler des situations où on va pouvoir traiter des conceptualisations dans l'action, là où elles en sont, mais aussi pouvoir les faire développer et apporter aussi, comment dire, rendre visible ce qui a été traité en formation pour qu'aussi des managers, des encadrants et les opérateurs eux-mêmes sachent ce qui a été traité et ce qui a fait consensus dans les pratiques. Parce qu'en fait, il y a eu des modifications d'indicateurs, par exemple. Il y a eu des modifications sur la compréhension des événements. Et ça, on le consigne. Et ça commence à faire une formalisation de connaissances
pragmatique. Voilà. Et nos managers, ce qu'on leur demandait, c'était d'évaluer les résultats du travail. Alors souvent, donc j'ai parlé tout à l'heure plutôt de problèmes de qualité, eh bien on va suivre des indicateurs de qualité. Et ce qui marchait très bien, c'était la baisse de la non-qualité et le taux d'arrêt. Voilà. C'était 2 indicateurs qu'on suivait comme mesure d'effet de la formation. Alors il y a quelques années, quand je montrais ça, ou que je parlais de ça, on était vraiment très perturbés dans le monde de la formation quand on parlait d'évaluation. Aujourd'hui, on l'est un peu moins quand même beaucoup moins, parce que si on ne sait pas y répondre à cette question... Voilà, j'en ai perdu, tu vois, ça a crawlé trop vite. Voilà, j'ai tout oublié. Donc voilà. Ah ben oui, très bien. Ça m'amène à simplement ce sur quoi je voulais ouvrir, parce que ça c'est une recherche en cours. Donc aucune difficulté avec les simulateurs. Donc ça m'amène simplement à dire que la co-conception permet de créer des instruments qui vont être utiles et utilisables par la formation, par ceux qui font le travail. Parce qu'on n'est pas dans un système où monter des dispositifs où on va appeler des formateurs d'ailleurs. Ce sont les personnes du travail qui vont former. Et donc c'est celles qui ont participé à la conception. Et donc... c'est ce qui m'amène donc à pourquoi je m'intéresse à des Fab Labs d'école. Donc quand on travaille en industrie, on voit ces espaces d'innovation qui se développent et qui intègrent des espaces donc, de fabrication numérique, donc de fablage, qui sont autour donc, du prototypage rapide. Le prototypage rapide sert à l'innovation, sert aussi à la démonstration d'innovation ou de techniques, d'idées, même parfois tout simplement. Et là où je travaille, donc, eh bien, on a plusieurs écoles et au niveau de l'école d'ingénieurs, les méthodes actives sont mises en place depuis 5 ans. Et donc, les jeunes apprennent beaucoup par projet en faisant, et ils découvrent comme ça les sciences et des méthodes, mais bien évidemment, il y a aussi des apports... Enfin, ce que vous connaissez classiquement, donc des méthodes actives. Et donc, le Fab Lab, il va très bien pour ça. Et les étudiants, ils viennent donc fabriquer des projets liés au cursus pédagogique. Ils vont fabriquer une catapulte dont ils vont appliquer des méthodes AMDEC, par exemple, pour regarder si l'ensemble des éléments de leur catapulte est bien emboîté, fiabilisé, pour permettre d'avoir des tirs, par exemple, attendus. Et donc, ils se mettent des distances et puis ils font des tirs, par exemple, de billes. Mais en fait, ce qui est sous-entendu, c'est de savoir faire un AMDEC derrière, méthode que l'on retrouve en industrie. Je cite juste cet exemple pour situer mon propos. Et donc, comme ils sont aussi beaucoup en apprentissage, parfois, ils utilisent les machines pour prototyper pour leur entreprise. Et donc, ça les met dans une posture professionnelle qui est justement entre l'école et l'entreprise, entre la formation et le travail, c'est-à-dire entre lorsqu'ils ont la posture élève à l'école et la posture de professionnel en entreprise. Et avec sur le territoire, on parle de tiers-lieux, et donc moi, ce que je souhaite, c'est justement travailler sur justement comment on s'approprie ces Fab Labs et ces instruments, et notamment ceux qui se les approprient, comment ils construisent des genèses instrumentales. Et je m'appuie sur ces genèses instrumentales pour pouvoir développer le modèle pédagogique qui accompagne ces espaces pour qu'ils permettent justement de développer des compétences attendues dans des activités en entreprise. Voilà. Bon, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci. On aimerait pouvoir te donner plus de temps pour que tu nous présentes un petit peu les résultats intermédiaires de tes analyses dans les Fab Labs, parce que c'est ça que je fais avec Christine et un super stagiaire de son école, très Thomas.
Voilà. Voilà. Mais il y a déjà matière à beaucoup d'échanges et de discussions sur la première partie de ta présentation. Donc, Merci beaucoup à toi.